Je m'appelle Anthony et je vais vous présenter dans le fond sur la prise en charge pour les patients ayant l'arthrose du genou. Avant de commencer avec des traitements, on va parler plus de l'étiologie de l'arthrose du genou. Donc, c'est quoi exactement qui cause l'arthrose? L'arthrose est vraiment le résultat d'un déséquilibre dans la dégradation du cartilage et la synthèse du cartilage qui favorise malheureusement la dégradation. Mais qui affecte finalement toutes les structures de l'articulation du genou. C'est sûr que quand on parle de l'arthrose, souvent on pense à juste le cartilage, mais ça affecte aussi la capsule articulaire, ça affecte aussi les ligaments. Il y a une certaine laxité. Il y a une hypertrophie au niveau de la capsule articulaire. Ça peut même affecter les muscles autour du genou. Donc, ce n'est pas juste le cartilage qui est affecté. Donc, c'est pas mal plus complexe qu'on pensait. Il n'y a pas juste une cause unique de l'arthrose et l'étiologie exacte est inconnue malheureusement. Donc, on a plusieurs facteurs biologiques, mécaniques, systémiques qui culminent dans le développement de l'arthrose. Donc, on a plusieurs facteurs de risque. C'est sûr que quand on est plus âgé, on est plus à risque. Côté sexe, les femmes sont plus à risque que les hommes. Obésité, donc si on a un surpoids, c'est sûr que ça augmente le risque de développer l'arthrose du genou. L'inactivité ou la sédentarité, et c'est sûr qu'il y a une composante génétique aussi. Côté mécanique, on voit aussi que l'obésité, c'est dans les deux catégories, systémique et mécanique, parce que ce n'est pas juste la charge supplémentaire sur le genou qui peut affecter le risque de développer l'arthrose, c'est aussi l'inflammation systémique dans le corps. On a aussi la charge articulaire, morphologie et l'alignement, donc tout ce qui est statique, donc un genou varus ou valgus, la faiblesse musculaire et avoir subi une blessure antérieure. Là, on vient juste de parler vraiment des facteurs de risque pour le développement de l'arthrose du genou, mais pas l'arthrose symptomatique. Donc, ce n'est pas la même chose dans le sens qu'on peut avoir l'arthrose, mais sans douleur, ça arrive. J'ai déjà vu des clients avec l'arthrose sévère avec aucun symptôme rapporté. Donc, c'est quoi exactement, c'est quoi les facteurs qui peuvent influencer qui va développer des symptômes? C'est sûr qu'on a plusieurs facteurs. On a les comorbidités. Donc, pour ça, on parle, mettons, l'hypertension, cholestérol, diabète, etc. Des facteurs psychosociaux. Donc, ça, c'est vraiment plus au niveau de l'anxiété, la dépression, la kinésiophobie et des facteurs plus reliés à la douleur, donc la sensibilisation centrale. Donc, on voit que c'est pas mal complexe, puis c'est pas juste, admettons, que l'arthrose, c'est que l'usure. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Donc, maintenant, on a parlé de l'étiologie. On avance, on va parler de les meilleures pratiques pour la réadaptation de l'arthrose du genou. Et voici une pyramide, ça c'est de GLAD Canada dans le fond. Et on voit qu'en bas, c'est vraiment la base. C'est les traitements qui devraient être offerts à tous les patients avec l'arthrose du genou, peu importe si c'est sévère, modéré, légère, peu importe leur âge, etc. C'est vraiment, ça doit être offert à tous. C'est vraiment l'exercice, perte de poids si nécessaire et l'éducation. Puis on va parler de ces trois-là plus tard. Par la suite, si on voit que ça ne marche pas, on peut passer à d'autres choses, tout ce qui est les traitements un peu plus passifs. On réadapte tout ce qui est la thérapie manuelle, les attelles, etc., comme ça. On a aussi tout ce qui est pharmaco, donc les médicaments, les injections. Et par la suite, si ça ne marche pas, ce qui est pertinent pour très peu de patients avec l'arthrose du genou, c'est la chirurgie. Donc, c'est vraiment environ seulement 10% des patients avec l'arthrose du genou qui reçoivent un remplacement total du genou. Donc, l'arthrose n'est pas quelque chose qui va 100% amener à un remplacement du genou. C'est vraiment environ 10% qui le reçoit. Donc, ce n'est pas vraiment une option qui est pour tout le monde. Et pourquoi l'exercice est si important dans la réadaptation des patients avec l'arthrose du genou? Parce que c'est la seule intervention pour les patients avec l'arthrose du genou qui est supportée par en haut de 50 essais cliniques randomisés et qui est fortement recommandée par plusieurs guides de pratique clinique. Et par la suite, la question que je reçois après, c'est quoi le meilleur exercice ou activité physique pour les patients avec l'arthrose du genou? Ça n'existe pas, malheureusement, honnêtement. Ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il n'y a pas de meilleur exercice pour ces patients-là. La réponse en général, c'est de leur faire bouger. Donc, des fois, c'est décourageant parce qu'on pense, ben là, on n'a même pas un meilleur exercice, mais en même temps, il faut penser que là, on a plusieurs options à nos disponibilités. Donc, le tai chi, le yoga, vélo, marche, exercice aquatique, renforcement, entraînement musculaire, et ça n'arrête même pas, c'est juste que
Je n'avais pas assez d'espace sur le diapo. Mais c'est ça, donc on a vraiment beaucoup d'options et il faut vraiment choisir l'exercice selon les préférences de nos clients, où ils sont rendus en ce moment, c'est à quel point leur condition est irritable, etc. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et ce que je dis à tous mes clients, c'est les meilleurs exercices sont ceux qui sont réalisés. Donc, on sait que si jamais on ne fait pas les exercices, c'est sûr qu'on ne va pas avoir les effets, mais c'est vraiment ça les meilleurs exercices. Donc, il n'y a pas vraiment un meilleur exercice ou activité physique pour cette population-là. Donc, c'est quoi les recommandations générales de ce qu'on voit dans la littérature vraiment? C'est à les alentours de 24 séances d'exercice total sur 8 à 12 semaines. Donc, on voit que c'est à peu près 2 à 3 fois par semaine pendant 8 à 12 semaines. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est important pour gérer les attentes de nos clients, dans le sens que pour avoir vraiment un effet côté exercice, il faut le faire, premièrement, puis il faut le faire régulièrement. Donc, pendant plusieurs semaines. Donc, ce n'est pas juste après 2 semaines que ça va être miraculeusement, tout va aller mieux. C'est vraiment qu'il faut persister et il faut au minimum 8 à 12 semaines parce que quand les études démontrent que l'effet est efficace à réduire la douleur, c'est ça qu'ils utilisent. Dans le fond, c'est après 8 à 12 semaines. Donc, ce n'est pas après juste 1 à 2 semaines. Donc, c'est sûr que tout le monde, les thérapeutes ainsi que les clients doivent être un peu patients et vraiment persister et continuer à faire les exercices régulièrement. Puis on a vu qu'une fréquence de 1 fois par semaine n'a été associée à aucun effet. Donc, on voit que 2 à 3, c'est vraiment le sweet spot. Puis selon moi, si on augmente, honnêtement, autant que le client est capable de le tolérer, ça ne me dérange pas non plus. Côté intensité, c'est important de viser des périodes de 10 minutes et plus à une intensité modérée à vigoureuse. C'est sûr que si c'est tolérable, peut-être modéré. Et l'important vraiment, c'est 10 minutes et plus. Et l'important, c'est vraiment, on ne veut pas juste, admettons, un petit 5 minutes d'exercice, une couple de fois par semaine. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Donc, on a besoin non seulement de le faire régulièrement, mais pour assez longtemps à chaque fois qu'on fait un peu d'exercice. Par la suite, au niveau de la durée, en général, optimal vraiment, c'est 20 à 65 minutes. Donc, c'est sûr que pour les clients, 20 minutes, 2, 3 ou même 4 fois par semaine, je pense que c'est quand même faisable pour la plupart des personnes. Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 65, mais on peut quand même commencer avec le 20. Quand on parle de l'intensité, souvent, ce qui est recommandé sur l'échelle de perception de l'effort, c'est entre 4 et 6. Ça peut être plus bas, ça peut être plus haut, dépendamment de le client. Mais une légère augmentation de la douleur est acceptable tant que ça reste tolérable. Donc, on sait qu'avec l'arthrose, le genou est un peu plus sensible à tout ce qui est l'effort physique. Donc, si on fait quelque chose de nouveau, on peut s'attendre que la douleur va augmenter un tout petit peu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en train d'endommager le genou. C'est vraiment juste parce que le genou est un peu plus sensible. Puis 2 points qui sont importants, c'est si on ne donne pas assez ou si l'exercice n'est pas assez, pas nécessairement difficile, mais il faut que ça soit un peu un défi pour le client pour l'atteindre. Mais l'important, c'est si on donne quelque chose qui est trop facile, on ne verrait pas de changement. Si on donne quelque chose qui est beaucoup trop difficile, on va avoir des exacerbations de la douleur et ça va décourager le client. Donc, c'est vraiment un art de trouver un équilibre entre ces deux-là. On va parler un peu plus de ça plus tard. Côté gestion du poids et l'arthrose du genou, pourquoi le considérer? Parce qu'on sait que la perte de poids a le potentiel de réduire le risque et la progression de l'arthrose du genou. Ça peut réduire la charge maximale au genou, améliorer la douleur et la fonction physique et réduire les médiateurs inflammatoires, donc l'inflammation systémique. Ce qui est recommandé, la perte de poids, c'est sûr que c'est recommandé comme intervention de première ligne et c'est sûr qu'un programme de perte de poids devrait inclure à la fois un plan alimentaire et de l'exercice. Et c'est indiqué dans les personnes avec un indice de masse corporelle qui excède 25 kg par mètre carré. C'est un sujet qui est un peu, des fois, comme physiothérapeute, même moi, je l'avoue, je ne me sens pas super à l'aise à vraiment aborder le sujet avec les clients. Je peux aborder le sujet, mais de donner des recommandations et tout, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'est pas tous formés pour ça. Ce que je recommande fortement, ce que j'ai trouvé bien intéressant, c'est une formation en ligne qui est donnée par le University of Melbourne. C'est en anglais. C'est une formation d'environ 10 heures qui est gratuite. Puis il faut juste s'inscrire. Ils vont vous envoyer un lien, puis vous pouvez le compléter. Puis c'est tout ce qui est perte de poids pour les patients avec l'arthrose du genou, côté nutrition et exercice aussi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bien intéressant. Donc, vous pouvez
Donc, suivez le lien et après ça, ils vont vous envoyer un courriel pour comment accéder à la formation. Et ça compte pour les heures de formation continue avec l'OPPQ. Donc, c'est une option gratuite aussi. Donc, on a parlé déjà de l'exercice, perte de poids ou gestion du poids, dépendamment si c'est vraiment nécessaire. La troisième partie des interventions de première ligne, donc le plus important vraiment, c'est l'éducation des patients, qui est cruciale dans la gestion de l'arthrose du genou. Et on a plusieurs sujets vraiment à aborder par rapport à ça. Donc, premièrement, c'est quoi l'arthrose du genou? Donc, la définition, pronostic, etc. Par rapport à ça, je pense qu'il faut être vraiment conscient des mots qu'on utilise avec nos clients. Parce que ce qui est vraiment recommandé, surtout dans la littérature, ce qui est recommandé à faire, c'est de décrire l'arthrose comme une maladie complexe qui peut affecter l'articulation du genou. Mais il faut mettre l'emphase sur le positif, dans le sens que quand, mettons, l'exercice, on prend l'exercice comme exemple, ça peut réduire la douleur, ça peut augmenter la fonction physique, mais ça se peut que ça ne va rien changer au niveau de l'arthrose en tant que telle. Donc, ce qui est très important par rapport à ça, c'est que peut-être on ne peut pas nécessairement changer l'arthrose, mais on peut changer les symptômes. Les deux ne sont pas liés un à un. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mentionner aux clients parce que pour eux autres, des fois, la seule façon d'avoir plus mal, c'est d'enlever l'arthrose, mais ce n'est pas nécessairement le cas. On peut améliorer la douleur et augmenter la fonction physique sans nécessairement changer l'état de l'arthrose en tant que tel. Donc, il faut créer un sentiment d'optimisme pour l'avenir, donc peut potentiellement diminuer la douleur et la fonction. Mais sans nécessairement changer l'état de l'arthrose. Ce qu'on veut éviter, c'est utiliser des expressions comme usure ou os sur os. Et la raison pour ça, c'est quand on dit l'usure, ça veut dire que si on a plus de cycles de répétition, on va avoir plus de dégradation. Et ce n'est pas nécessairement le cas parce qu'on voit qu'avec l'exercice, ça aide. Donc, si c'est seulement l'usure, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait de l'exercice, on va user le genou de plus, mais ce n'est pas du tout ça qu'on voit dans la littérature et avec l'arthrose du genou du tout. Donc, l'usure n'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment décrire l'arthrose comme l'usure parce que ça veut dire que si on fait de plus en plus, on va user le genou et ce n'est pas le cas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'autre chose, c'est os sur os parce que on n'a pas vraiment des preuves que les deux os se frottent ensemble. Je n'ai jamais vu ça. C'est une expression qu'on utilise pour décrire l'arthrose sévère, mais je n'ai jamais vu vraiment deux os frotter ensemble. Puis je pense, même si c'est le cas, encore je dis, je ne sais pas vraiment parce que je n'ai jamais vu de la preuve là-dessus. Ce n'est pas une image qu'on veut vraiment mettre dans la tête des clients parce qu'à chaque fois qu'ils vont plier le genou ou faire un squat comme exercice, ils vont juste penser à le tibia et le fémur qui grattent ensemble. Donc, ce n'est pas super utile par rapport à nos objectifs comme thérapeute à encourager les clients de bouger et tout. Donc, ce n'est pas vraiment des mots que j'utilise quand je parle à les clients. Je sais que l'arthrose est une maladie dégénérative, mais ce n'est pas quelque chose que je vais constamment répéter. Je vais plus focuser sur les positifs avec eux. Ce qui n'est pas vraiment recommandé aussi, c'est d'utiliser des radiographies pour expliquer l'arthrose. Premièrement, parce que ça fait plus peur que d'autres choses. Ça va juste démontrer que le genou est un peu... il y a un peu plus de dégradation, peut-être un peu magané, mais on ne veut pas encore... Il faut focuser un peu plus sur les positifs. On ne veut pas trop jouer là-dedans. On ne veut pas nécessairement mettre l'emphase sur l'arthrose en tant que problème de dégénérescence qui ne peut pas être réparé. On sait comme thérapeute, on sait comme professionnel de la santé que c'est le cas, mais de le répéter constamment aux clients, je peux comprendre que ça va juste leur décourager. Donc, on va focuser plus sur les positifs. Même si c'est le cas, on peut potentiellement améliorer votre douleur et augmenter la fonction physique. Donc, juste des petits conseils. Et ça, c'est aussi basé sur les études qualitatives. Donc, dans le fond, ils ont même parlé aux clients et demandé leur avis. Et tous ces conseils-là, ça vient des clients qui ont été étudiés. Il faut aussi identifier les croyances et les perceptions des patients par rapport à leur arthrose du genou. Pourquoi? Parce qu'on sait que les mots sont importants. Donc, ici, on voit vraiment que dans le fond, en haut, ça dit causal beliefs, wear and tear, donc l'usure. Donc, causal beliefs, dans le fond, c'est les perceptions de c'est quoi la cause de leur arthrose. Identity beliefs, dans le fond, c'est plus bone on bone, c'est dans le fond, dans le sens que vu que c'est bone on bone ou os sur os, ben là, il n'y a rien qu'on peut faire. L'articulation est vulnérable. Donc, ben, ça ne sert à rien de commencer avec la physio parce que la seule façon de traiter l'arthrose, selon eux, à cause de ces perceptions-là, c'est la chirurgie. Donc, on va
potentiellement avoir un échec dans la physiothérapie juste parce que, ou la réadaptation, juste parce que les clients ont des croyances fausses au bout de la ligne, parce qu'on sait que l'arthrose, ce n'est pas juste l'usure et on sait qu'on peut améliorer la douleur et la fonction physique sans nécessairement avoir une chirurgie. On sait que c'est juste pertinent pour à peu près 10 de ces patients-là. Donc, l'autre 90 on a d'autres options pour eux. Donc, il faut vraiment aborder ces sujets-là avec les clients et savoir c'est quoi exactement leur perception pour pouvoir, ça va vous aider vraiment beaucoup au niveau des traitements. Il faut discuter de l'importance de l'exercice et la gestion du poids. Donc, ça, on a déjà parlé de ça. Il faut éduquer à propos des exacerbations. Donc, les poussées ou les exacerbations de la douleur surviennent et sont fréquentes chez les personnes atteintes d'arthrose du genou. Donc, ça, c'est un sujet qu'il faut aborder avec les patients. Il faut leur rassurer. Idéalement, ce qu'on fait d'habitude, c'est on va faire un retour au calme et une progression graduelle par la suite. Donc, des fois, ce que je trouve utile, c'est que je leur donne un programme de sauvetage, si on veut. C'est un programme qui est plus facile, qui leur permet de continuer à bouger pendant les exacerbations. Une fois qu'ils sont retournés à leur normal, on peut résumer l'autre programme. Donc, au moins, ça leur donne quelque chose à faire entre-temps. Et c'est important de leur donner des stratégies d'autogestion, que ce soit de leur montrer comment ils peuvent gérer le volume d'entraînement eux autres, et aussi la chaleur et la glace, etc. Donc, ça, c'est au niveau des poussées, c'est commun, ça arrive et il faut que les clients sont au courant de ça aussi. Ce qu'on voit aussi, puis ça, c'est un autre petit tidbit qu'on peut utiliser pour éduquer nos patients, c'est que les exacerbations induites par l'exercice peuvent améliorer avec plusieurs séances d'exercice. Donc, ce qu'on voit ici, je vais juste mettre le souris là. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est la douleur en général. Puis, on voit que la douleur en général rapportée par les participants a diminué auprès des séances. Ce qu'on voit de ce côté-là, c'est l'exacerbation ou à quel point la douleur augmente après une séance d'exercice. Puis, on voit aussi qu'auprès le temps et auprès les séances d'exercice, après 16 séances, ça diminue aussi. Donc, ça, on peut l'utiliser pour éduquer nos clients dans le sens que si jamais les patients nous disent « oui, mais ça fait mal après l'exercice », puis on peut leur dire « premièrement, c'est normal, le genou est un peu plus sensible et on est en train de… c'est la première fois qu'on fait, admettons, les squats ou les lunges. Donc, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'on voit, c'est qu'après, à force de le faire, autant que ça reste tolérable, on voit que le genou s'habitue et à quel point ça réagit après, ça diminue auprès le temps. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'encourageant qu'on peut utiliser pour éduquer nos patients. Par la suite, ce que j'aime faire aussi, c'est expliquer les principes de gestion du volume et le dosage approprié de l'activité physique ou de l'exercice. Ce que j'utilise souvent, c'est cette graphique-là. Dans le fond, c'est le running clinic ou la clinique du coureur. Puis c'est vraiment bien simple. En haut, on a la capacité maximale d'adaptation. Ici, on a le stress minimum pour créer des adaptations. Donc, si on est en bas du stress minimum pour créer des adaptations, on va plafonner. On ne voit absolument pas zéro progression parce que c'est trop facile. Si on va en haut du 100% capacité maximale d'adaptation, on a souvent une exacerbation. Et ça, c'est parce qu'on a dépassé les limites du client. Donc, l'art vraiment, c'est de rester entre ces deux lignes-là. Et ce qu'on voit, si on reste ici, éventuellement, on voit que notre capacité augmente et on est capable de faire de plus en plus sans nécessairement avoir une grosse réaction au niveau de la douleur. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais leur montrer dans le fond. Donc, si jamais vous plafonnez avec certains patients, ça se peut tout simplement que c'est trop facile. Ça arrive des fois avec l'arthrose du genou. Des fois, on a un peu peur d'aller plus loin. Puis des fois, on fait, admettons, des exercices peut-être un peu plus faciles qui ne sont pas nécessairement mis en charge et on voit que ça n'aide pas vraiment, mais c'est parce que des fois, ça peut être parce que c'est beaucoup trop facile. Donc, des fois, il faut expérimenter un peu avec le dosage. Et la dernière chose, c'est vraiment de rassurer et motiver les clients, discuter, gérer les attentes, les objectifs et discuter du plan de traitement et de l'implication du patient. C'est sûr qu'on est tous dans l'équipe. Le patient est autant impliqué que nous. Et il faut que ça soit clair aussi. En termes de gérer les attentes des patients, c'est sûr qu'il faut leur dire que l'amélioration n'est généralement pas linéaire, surtout pour les conditions de douleur chronique comme l'arthrose du genou. Donc, c'est très rare qu'on s'améliore comme ça. C'est pas mal la photo à droite ici. Les hauts et les bas ou les poussées sont normaux pour les patients avec l'arthrose du genou, donc il faut qu'ils soient au courant de ça. Et la patience et la persévérance sont essentielles.
Les progrès peuvent prendre du temps, au moins 4 à 6 semaines, puis même avant, on a parlé des programmes d'exercice de 8 à 12. Donc, c'est ça. Ça peut prendre du temps, puis le patient, autant que le thérapeute, doit être un peu patient pour avoir les effets. Et le style de vie peut influencer les résultats. C'est sûr que si on ne mange pas bien, on ne dort pas bien, on travaille, mettons, 60 heures par semaine en termes pour le client, puis on ne mène pas vraiment un style de vie hyper sain, c'est sûr que ça peut influencer nos résultats aussi. Maintenant, on va parler plus de les traitements adjoints, donc tout ce qui est traitement de deuxième ligne. Donc, on va parler de le rôle de la thérapie manuelle, puis on va parler de d'autres choses aussi. Donc, pour la thérapie manuelle, c'est recommandé pour les patients avec l'arthrose du genou, mais ça doit être considéré comme un complément à l'exercice et à la gestion du poids. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est offert tout seul. Puis on peut l'intégrer, la thérapie manuelle, dans les exercices à domicile. Donc, si vous avez déjà pris des formations de McKenzie, on a les préférences directionnelles. Si vous avez déjà pris des formations de Mulligan, on a la mobilisation avec le mouvement aussi. L'important avec la thérapie manuelle, c'est que ça peut temporairement diminuer un peu la douleur pour nous permettre de mieux bouger. Mais ce qui est très important vraiment, c'est de ne pas oublier, mettons, tout ce qui est exercice, éducation, parce que je dirais que c'est vraiment primordial par rapport à ça. Là, on va passer un peu plus rapidement. Tout ce qui est modalité électrophysiologique, c'est bien simple. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé en ce moment parce que les évidences sont inconcluantes. Côté suppléments, chondroïtine et glucosamine, si jamais vous êtes demandé par les clients, ce n'est pas recommandé par les guides de pratique non plus. Pour soulager les symptômes et pour la modification de la maladie, c'est non approprié. Côté injection, c'est sûr que ça, c'est difficile à résumer dans un diapo. Je donne un webinaire là-dessus de 75 minutes, mais je vais aller vite là-dessus. Donc, côté injection de cortisone, ça peut donner un soulagement de la douleur à court terme, 4 à 6 semaines, mais ce n'est pas supérieur à une injection de placebo et il y a des études qui ont démontré un effet négatif potentiel avec des injections répétées. Donc, c'est juste quelque chose, il faut un peu voir les pour et les contre par rapport à ça. Donc, si c'est juste une injection, pas la fin du monde, mais j'éviterais des injections à répétition, admettons, à chaque 3 mois. Pour les injections intra-articulaires d'acide hyaluronique, les recommandations sont mixtes selon les guides de pratique, mais ça peut être bénéfique pour la douleur et la fonction physique jusqu'à 12 semaines et même au-delà. Mais encore, c'est quelque chose c'est pas clair c'est qui le candidat idéal, c'est pas clair si c'est mieux qu'une injection placebo en ce moment. Donc, on a besoin de plus de recherche malheureusement avant de donner des guides un peu plus concrets. Pour des injections de PRP de cellules souches, c'est fortement déconseillé par les guides de pratique parce qu'on a trop d'inconnus. Côté sécurité, on ne sait pas les effets à long terme, on ne connaît pas le candidat idéal, puis on ne connaît pas le dose optimale en termes de ce qui est injecté et c'est très coûteux. Donc, à cause de ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment recommander en ce moment. Côté prise en charge chirurgicale, des fois, je me fais demander c'est qui le candidat idéal pour une PTG. Dans le fond, le client, il y a des critères, mais c'est un mélange des critères. Ce n'est pas juste un critère qu'on va utiliser pour déterminer qui est un candidat, mais la douleur au genou modérée à sévère, des limitations fonctionnelles importantes et qualité de vie réduite, arthrose du genou en phase terminale confirmée par radiographie, absence de réponse à d'autres traitements et une déformation sévère et progressive du genou. Donc, c'est vraiment... Il faut prendre certains critères en considération. Ce n'est pas juste, admettons, juste parce qu'ils ont arthrose sévère du genou, mais sans symptômes, qui sont un candidat. Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment une combinaison de ces critères-là. Des fois, je me fais aussi demander, ça dure combien de temps un remplacement total du genou? Pour les remplacements total du genou, dans le fond, c'est 8 sur 10 vont durer à peu près 25 ans. Puis pour un remplacement unicompartimental du genou, 7 sur 10 vont durer à peu près 25 ans. Donc, ça, c'est juste quelque chose que vous pouvez dire aux clients parce que c'est souvent une question que je me fais poser. Quelle proportion de patients rapportent une douleur à long terme après une arthroplastie totale de la hanche ou du genou pour l'arthrose? Malheureusement, c'est sûr que ça peut aider plein de monde, mais on a quand même un 20% dans les études avec la plus haute qualité méthodologique qui vont rapporter une douleur persistante à long terme, même si le genou est remplacé. Et pour ces patients-là, c'est quoi les facteurs qui augmentent le risque, admettons, d'avoir la douleur persistante? Mais il y a une étude qui a demandé ces questions-là. Puis il y a 6 facteurs préopératoires qui ont été identifiés comme des prédicteurs significatifs.
d'une douleur persistante après une arthroplastie totale du genou. Si on a de plus grands nombres de sites douloureux, donc si on voit que quelqu'un a vraiment, c'est pas juste la douleur au genou, c'est la douleur à l'épaule, le dos, le pied, etc., on commence à avoir un genre vraiment plusieurs endroits douloureux. On a une certaine sensibilité là à la douleur. Donc, il faut le considérer, c'est un facteur de douleur. Des niveaux plus élevés de douleur préopératoire, niveau de catastrophisation plus élevé. Donc, on commence à avoir aussi, il y a des facteurs psychosociaux qui rentrent là-dedans, des niveaux plus élevés de dépression et d'anxiété et niveau de fonction préopératoire plus faible. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à considérer. C'est important pour dans le futur, dans la réadapte et avec les chirurgiens aussi, d'aborder ces facteurs-là avant que quelqu'un ait une chirurgie ou au moins utiliser ces facteurs-là pour déterminer si le candidat est un candidat idéal ou s'il faut travailler sur ces facteurs-là avant d'avoir la chirurgie. Donc, ça, c'est quelque chose que potentiellement dans le futur qui va arriver. Donc, j'ai un petit résumé, mais je ne pense pas que c'est vraiment nécessaire. J'aimerais plus répondre à vos questions vu que je suis là. Donc, dans le fond, je vais juste passer par là. Puis j'aimerais vous remercier pour votre temps et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me le poser dans le fond. Et voilà. Merci beaucoup, Anthony. Donc, je vais juste lire le chat. Donc, ils aimeraient savoir si le PowerPoint, s'ils pourraient avoir accès au PowerPoint. Oui, je peux envoyer peut-être le PDF à Shabnam. Je sais pas si... et je vais le faire suivre à tout le monde ici. Dans le fond, tout le monde pouvait écrire dans le chat, vous êtes de quelle discipline? Puis, si vous voulez mettre votre courriel, puis je vais vous envoyer le PowerPoint aussi. Sinon, je vais voir, y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez fonctionner à main levée si vous voulez. On a 2 questions ici, Anthony, OK? Je vais passer. Salut, Anthony. Dans les injections, c'était le hydrochloric acid. Est-ce que ça, c'est comme le Synvisc? C'est exactement, oui, exactement, c'est ça. Puis par rapport à le Synvisc, l'autre facteur qui est important à considérer, c'est les coûts dans le fond. Donc, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 500 $ et c'est rare que le client va juste ou le patient va avoir juste une injection. Ce que je n'ai pas mentionné parce que je n'avais pas le temps, mais c'est dans mes notes, par exemple, c'est qu'il y a des études qui ont démontré que l'exercice est pas mal autant efficace que les injections d'acide hyaluronique. Donc, quand on va regarder les pour et les contre, on sait que là, on a une intervention conservateur qui ne nécessite pas une injection, qui ne coûte pas 500 $ pour chaque injection. Et vu qu'on ne connaît pas le candidat idéal, malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'on envoie quelqu'un pour une injection d'acide hyaluronique sans vraiment savoir si ça va leur aider. Et malheureusement, ça coûte 500 et si ça n'aide pas, c'est perdu. Donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Si le patient est vraiment, ça ne leur dérange pas, ils veulent vraiment l'essayer, honnêtement, je n'ai aucun problème avec. Côté effet négatif, ça a l'air que c'est plus sécuritaire que les injections de corticostéroïdes à répétition. Mais c'est ça, c'est important de considérer tous les pour et les contre. Yeah, oui. Anthony, tu as parlé beaucoup d'arthrose de genou. J'imagine que tu parles entre tibia et fémur. Est-ce que tu as un mot à dire concernant l'arthrose entre patellofémur? Oui, donc, yeah, so for that, it's honestly, there isn't a ton of research on it, unfortunately. It kind of gets lumped in, and that's one of the biggest limitations. It gets lumped in with tibiofemoral arthritis. So what ends up happening is a lot of the research, they'll say it's tibiofemoral OA, but they never really assessed PFOA. So what ends up happening is you don't know if those people actually had it too. The recommendations wouldn't change. I would even extend whatever I presented today, other than injections, because those are different. But all of the exercise, weight loss, and education recommendations are exactly the same for hip OA. So that already, it's the exact same thing. Often the best practice guidelines lump those together because exercise has been equally shown effective for patients with hip osteoarthritis as well. Just the injections, the recommendations change a bit. How long the effects of injection could last? Did you hear that, Anthony? No, sorry. How long do the effects of an injection last? Yeah, so it really depends. I would say for corticosteroid injection, the effects would usually be around 4 to 6 weeks. For hyaluronic acid, sometimes there's like a delayed effect, and it could be a little more like 6 weeks or more, or 6 to 12 weeks. But in terms of corticosteroid injections, the effects are often really temporary, and the pain just tends to come back usually. I mean, if
Sometimes it could be relevant for a patient who has a really, really large effusion at the knee. Then you can maybe justify it because it really helps to calm down the effusion at the knee at that point. But if other than that, the effects seem to be temporary, and sometimes there's even no effect at all. So unfortunately, because we don't know the right candidate for those injections, it's kind of the same thing with the hyaluronic acid in the sense that we send them and we kind of pray for the best because we're not sure if it'll help or not. Thank you. I think there's a question in the chat. So, est-ce qu'une évaluation détaillée en physio est pertinente afin de, par exemple, adresser les faiblesses musculaires ou une approche plus globale telle que vous recommandez? So, oui, dans le fond, oui. Je dirais un peu des deux. La faiblesse musculaire est un facteur de risque pour le développement de l'arthrose du genou et on voit que même après que les patients ont l'arthrose du genou, que des fois la faiblesse peut persister. Et ce n'est pas tout à fait clair si c'est à cause de vraiment, si c'est parce que les patients ont mal, donc ils vont faire moins, et après ça, c'est à cause de ça qu'ils ont moins de force parce qu'ils ne forcent pas trop les muscles. L'important vraiment, c'est hyper pertinent d'évaluer tout ce qui est faiblesse musculaire, et pas juste du genou, de la hanche et de la cheville aussi, et même on peut parler de les abdominaux aussi, mais je dirais que c'est vraiment le membre inférieur au complet. Donc même côté prescription d'exercice, ce n'est pas juste des exercices de genoux, c'est des exercices de cheville, donc les mollets, tout ça, et la hanche. Ça, c'est très, très, très important. Next question is that they want to know your opinion on the knee KG for addressing specific knee mechanics. Yeah. C'est une bonne question. J'ai déjà eu la chance de parler avec les gens du knee KG, dans le fond, de la compagnie. C'est sûr qu'avec le knee KG, l'idée vraiment, c'est de trouver des défauts biomécaniques qui n'est pas possible de voir à l'œil. Donc, c'est quelque chose de très... Dans le fond, on ne peut pas juste analyser le patron de marche et trouver ces défauts-là, c'est parce qu'il faut cette technologie-là. Honnêtement, je dirais que ça pourrait être pertinent pour certains patients, mais pour la plupart, une approche globale d'exercice, éducation et tout ça est vraiment bien suffisant. Je ne pense pas que c'est nécessaire vraiment pour la plupart des clients. Okay, thanks. We have another question, Anthony. They just keep coming. Okay. Can the patient choose to do one type of exercise one day and another one on another day, or do they have to keep the same exercise routine? Honestly, I would say to do whatever so if the patient finds it boring to do the same thing every day, you can create like a not necessarily like a gym program, but on day one they do this exercise, on day two they do this exercise, and there's really nothing wrong with that because each exercise kind of, as long as they know why they're doing the exercises. So this one is to improve your mobility at the knee. This one is to improve strength at the knee as well, or the hip. As long as they know why they're doing them, you can mix and match and keep it interesting for them, because that's one of the biggest complaints is that people find the exercises boring. And I don't blame them. It's something that's kind of tough, but if you mix it up for them, it's possible that they'll find them more interesting and easier to do because every day is different. So that could be an option as well. That's a great suggestion. Is there any difference between OKC and CKC? Yeah, so no, I would say not a huge difference. In terms of closed chain and open chain, honestly, I wouldn't necessarily divide them that way. I would just recommend anything in weight bearing. I think that's one thing I often see with patients who have arthritis of the knee is that we're often doing kind of sitting exercises or focusing a lot on aquatic therapy, which is fine. But weight bearing on that knee is so important. So whether it's squats, lunges, but then after you can use the OKC, so you can use open kinetic chain for leg extension strengthening. So for the quadriceps, you could do a leg extension and that would be OKC. And that's fine because the goal is to improve quadriceps strength. So both of them are perfect. I have no issue with either. I would say mix and match to achieve the patient's goals. But I would really, as soon as they're able to tolerate weight bearing exercises, that would be my priority because that's where they're going to get the biggest bang for their buck. Perfect. And there's someone that says, surprise que la fameuse glucosamine n'ait pas d'effet scientifique car il y a tellement de produits et de publicités. Yeah. Ça, c'est l'industrie pharmacologique pour vous. And someone else is wanting to know if doctors know to refer to physio, do all of them do?
Yeah, so that's a fantastic question. I would say it's doctor dependent. I mean, I think what's great is if it's possible to establish relationships with certain doctors, and so like I had an in-service with doctors at the clinic that I work at, just to let them know what we do and what we offer, and for them, we give a little kind of in-service, and it was during their lunchtime, so it wasn't inconvenient, and they really appreciated it, and we get more referrals, and they know what we do, and the same thing for us, we know what they do, so we refer to them regularly as well. I think educating healthcare professionals educating each other is probably the best thing that we can possibly do. There are some doctors, unfortunately, who don't really recommend physio to patients. I'm currently running a total knee replacement study, and I always ask patients if they've had physio. A good chunk of them haven't. They've literally gone from the bottom, like they've just skipped the bottom of the pyramid entirely, the one that I showed you. They have a bit of meds, they try an injection, they go straight to surgery, and that it shouldn't be that way, unfortunately. People should be passing through the base of that pyramid and then working their way up. But more often than not, we kind of get skipped and it gets sent straight to surgery. And unfortunately, it's not relevant for everyone. So not everyone should be getting, bypassing the entire system and just going straight to surgery. We're skipping a lot of potential interventions along the way. Mm-hmm. We have a hand from Christian Larivière. Oui. Vous pouvez poser des questions. Oui, oui, bonjour. J'aimerais avoir ton avis sur l'utilisation d'un exosquelette du genou. J'aimerais préciser pour tout le monde, c'est quoi, là? Ça ressemble beaucoup c'est tout à fait identique à une orthèse du genou, à l'exception d'un mécanisme de chaque côté qui permet de générer un moment d'extension du genou. Alors, ça assiste le genou, donc ça diminue le chargement sur les structures internes du genou. Alors, ma question, qu'est-ce que tu penses de ça? Dans le fond, ça va peut-être aider la personne à faire l'exercice sans douleur, mais en fait, c'est quoi le mécanisme qui diminue la douleur? C'est le chargement sur la structure. Alors, là, on ferait fausse route, ou bien c'est le mouvement qui aide à combattre la douleur. Alors, est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, mais dans le fond, c'est une très bonne question parce que des fois, on assume que, admettons, pour donner un exemple, si le patient a une faiblesse à leur genou, puis on fait des exercices de renforcement, puis on n'a plus mal, c'est parce qu'on a amélioré la force, mais des fois, la force n'a pas changé, puis on a plus mal. Donc, c'est que des fois, c'est super intéressant parce que des fois, la douleur va changer, mais pas pour les raisons dont on pensait, un peu comme vous avez dit. Et c'est la même chose, selon moi, c'est très complexe. Est-ce que c'est à cause de la charge? Peut-être. Est-ce que c'est à cause que là, on est capable de faire un peu plus, puis c'est le mouvement qui l'a soulagé? Ça peut être aussi ça. Au niveau des attelles et exosquelettiques, c'est quelque chose qui est une option, mais il y a aussi les pour et les contre, j'imagine. C'est quelque chose qui est un peu plus cher, au niveau qui est un peu plus coûteux. Selon moi, c'est vraiment dépendamment sur chaque client. Si le client est capable de faire ses exercices sans ça, oui, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui va être bien nécessaire pour une bonne partie des patients avec l'arthrose du genou. Je pense que c'est une option à considérer, mais ça dépend aussi le prix. Je ne connais pas les prix pour être honnête. Donc, ça dépend, mettons, si quelque chose de genre 500 000 $, c'est 3 000 $. C'est passif, en fait, c'est pas actif, c'est pas un moteur. C'est ça. Puis, je reçois aussi souvent côté attelle, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider? Est-ce que c'est quelque chose qui peut ralentir la maladie? Porter un attelle, pas nécessairement exosquelettique, mais des attelles normaux de genre 100 $, 150 $, ça va... Selon moi, ça ne va pas vraiment, puis il n'y a pas de preuves qui disent que ça va ralentir la progression de l'arthrose. Est-ce que ça va mieux supporter les genoux pour nous permettre de bouger? Possiblement, mais des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, des fois, malheureusement, c'est jamais du noir et blanc. Il y a toujours un peu de gris et c'est vraiment, ça dépend le patient. Et si on a vraiment tout essayé, je ne vois pas le problématique, mais je n'irai pas avec ça tout de suite. Merci. Bienvenue. Okay, so I know that therapists have to go see their patients, so they're saying thank you. Not a problem. It was a pleasure. So I don't know s'il y a des questions super pressantes que vous avez. Sinon, on pourra toujours envoyer des courriels à Anthony si vous avez plus de questions plus tard. Puis je vais vous envoyer le PowerPoint également. Fait que sinon, merci beaucoup, Anthony. It's a great presentation. Ça me fait plaisir. On va peut-être avoir encore l'année prochaine pour un autre sujet. Ça me fait plaisir. Merci. Bye. Bye.